Bonjour, Bonjour. bienvenue à tous, bienvenue Laurie, parce qu'aujourd'hui on a encore une fois Laurie avec nous et je suis très contente et ravie de l'avoir prise un peu avec nous comme ça. Et pour vous rappeler de Laurie, elle est une merveilleuse créatrice de art et de tellement de choses en effet. Je ne peux pas ni décrire. Elle écrit des livres, elle fait des recettes, elle mange des trucs, elle connaît des plantes, elle connaît tellement de choses en herboristerie, elle fait des ateliers, je ne sais pas, il y a trop de choses à dire. Mais avant de commencer, pour bien t'identifier, Laurie, quelle est ta chanson préférée qui te représente? Alors là, franchement, tu me poses une colle. Quelle est ma chanson préférée qui me représente? Oui. Comme tu as énuméré beaucoup de choses que j'aime faire, c'est Oui. très difficile pour moi de choisir qu'une musique ou qu'une chanson. Tu te retrouves en quoi? Ouais, alors, j'ai pas réfléchi là-dessus, mais j'aime beaucoup de choses, tu sais. Ok, je vais remettre la question à la fin. Entre-temps, tu penses. Ça me laisse réfléchir, voilà. Ok, tu penses et tu parles dans le même temps. Voilà. Ça laissera venir la réponse. Voilà. Le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui sont les plantes sauvages. Moi, c'est un peu ma passion, mais je ne suis pas si professionnelle, si pro comme toi, parce que toi, tu connais beaucoup. Bon, première question. Est-ce qu'il y a des règles de base pour cueillir ces plantes sauvages? Alors, c'est une très bonne question. Oui, il y a quelques règles de base. Déjà, on ne se lance pas tout seul dans la nature à cueillir des plantes, même si on a vu sur Internet, elles se ressemblent ou je pense que c'est la bonne. Non, ça, c'est non. Ni avec des livres comme ça, des applications? Ça, c'est à déconseiller. C'est vraiment, il faut connaître les plantes. Si on ne connaît pas les plantes, c'est même pas la peine de se lancer en tant que chasseur de fleurs ou de plantes sauvages comestibles, parce qu'il peut y avoir des confusions qui peuvent être graves. Les plantes, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Il y a des bonnes plantes qui font du bien au corps, mais il y a des plantes qui sont très belles, mais qui sont pas bonnes et qui sont toxiques, voire mortelles. Donc, avant de se lancer, on prend des cours, on fait des balades ou des journées botaniques avec des professionnels qui connaissent les plantes pour justement apprendre à savoir les reconnaître, les identifier. Et ensuite, quand on se sent un peu autonome, on essaye, mais il faut quand même faire attention. On dit qu'on ne ramasse pas des plantes si on n'est pas sûr à 150%, voire 200%. S'il y a un doute, on ne mange pas la plante, on ne l'utilise pas. Ça, c'est le premier conseil déjà. Et le deuxième conseil, ce serait attention au lieu de cueillette. Parce qu'on ne cueille pas des plantes n'importe où. Les plantes, c'est des êtres vivants. Donc, s'il y a de la pollution, elles captent la pollution. Si ce sont des sols pollués, et ben, avec les racines, elles captent toute la pollution. Et donc, la plante peut contenir des substances polluées. Et également, on fait attention de ne pas cueillir à proximité de champs qui sont cultivés et qui utilisent des pesticides ou des traitements chimiques, quels qu'il en soit. Donc, vraiment, la prudence concernant les plantes. Après, il y a aussi quelques risques de cueillir des plantes dans la forêt, par exemple, avec la maladie du renard. Je ne sais plus exactement son nom, mais le risque zéro dans la cueillette n'existe pas. Donc ça, c'est tous des sujets que j'aborde lors de mes balades ou de mes journées botaniques. Ça, c'est très intéressant. Parce que moi, je fais des erreurs en ce cas. Parfois, je prends le livre, je vais dans la forêt. C'est vrai qu'il y a tous les gens qui passent, des chiens qui passent. Donc, je dois m'arrêter faire certaines choses.
Oui, il faut vraiment, les applications, des fois, elles peuvent apporter une petite, qui en a un doute, ça peut apporter quelque chose. Maintenant, il ne faut pas oublier que des plantes, par exemple, je vais vous dire, mais par exemple, sur certaines plantes, il y a des confusions qui sont possibles et qui peuvent parfois être graves. Donc, attention. D'accord. Bon, ça c'est intéressant et ça c'est bien à savoir. Vraiment, moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Bon, j'ai vu dans tes posts, toi tu utilises beaucoup les plantes sauvages comestibles dans tes créations. Oui. Comment on peut introduire ces plantes sauvages comestibles dans l'alimentation? Seulement dans leurs états crus, seulement dans le saison, parce que le saison n'est pas si loin en effet. Et après, on fait comment? Alors, effectivement, j'utilise beaucoup des plantes sauvages comestibles. Pourquoi? Parce que l'alimentation crue, ça fait partie de moi. Les plantes sauvages comestibles, pourquoi? C'est parce que la plante sauvage comestible, elle a décidé de pousser à cet endroit. Elle a décidé de pousser à cet endroit, c'est parce qu'elle a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir y pousser, se développer. Donc, elle va pouvoir puiser et elle sera en super forme. Elle aura des apports nutritionnels qui seront bien supérieurs à des plantes qu'on va forcer à pousser dans le jardin, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'utilise les plantes comestibles, sauvages comestibles. Les plantes sauvages comestibles, on en a effectivement moins en hiver, hein, forcément, puisque c'est la saison où il y a moins de fleurs, où il est plus difficile de reconnaître les plantes, parce que sans fleurs, on peut faire des confusions, et que la fleur, c'est aussi un moyen de reconnaissance et d'identification avec un outil qu'on appelle la flore, qui est un livre qui permet, grâce à des observations sur la plante, d'identifier clairement quelle est la plante et quelle est l'espèce. Donc, sinon, effectivement, la meilleure période, c'est du printemps jusqu'à l'automne. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et d'avoir des plantes sauvages comestibles. Donc, c'est pour ça que je vais cueillir pour créer mes salades des petites plantes, que ce soit de la pâquerette, que ce soit du pissenlit, de l'oseille sauvage, du caillé gratteron, de la mauve. Et puis, il y en a bien d'autres, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de plantes qu'on considère comme mauvaises herbes, qui sont des plantes sauvages qui ont soit des vertus médicinales, soit qui sont très bonnes en comestibles, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement bonnes au goût, mais également qu'elles apportent des nutriments, des vitamines, des minéraux au corps. À titre d'exemple, il faut savoir que le plantain ou la pâquerette, ce sont des plantes qui sont très riches en vitamine C. Donc, par rapport à une orange, c'est 100 grammes de plantain et 100 grammes d'orange, il faut aller vers le plantain parce que le plantain, il en a énormément. Et ça, je pense que peu de gens le savent. Moi compris. Je ne savais pas. Et voilà. Même si j'en mange le plantain, les pâquerettes, mais je ne savais pas les valeurs nutritionnelles. Alors après, c'est des plantes sauvages qui n'ont pas forcément d'études scientifiques qui ont permis de savoir exactement qu'est-ce qu'elles contenaient. Mais tout ce qui est sauvage, déjà, ça a poussé dans un milieu qui lui correspond. Donc, il a tous les éléments nécessaires pour bien pousser, pour avoir de la vitalité. Et donc, si la plante, elle se plaît bien, elle est belle, elle a plein de vitalité, si on en mange et qu'en plus on les mange crus, forcément, ça va nous apporter tout cela. Après, on peut également l'utiliser dans la cuisine cuite, faire des quiches, des tartes, mais le problème, là, on revient dans l'alimentation d'avant, on va perdre des vitamines et des minéraux. Et puis, si on fait des quiches et des tartes, eh ben, on va manger de la farine. La farine, ce n'est pas très bon pour le corps. On va manger, si on fait des quiches, eh ben, la crème, c'est pareil, c'est pas bon pour le corps. Donc, chacun a, une alimentation basique pour le moment, basique, à sa propre alimentation.
et c'est des choses qui vont, si elles le souhaitent, évoluer. Donc, chacun à son stade, moi je propose des recettes, mais après, effectivement, à force de les utiliser, on peut changer son alimentation et aller vers une alimentation qui est plus saine pour nous et qui correspond mieux aux besoins physiologiques du corps. Tu as bien répondu. Maintenant, une question qui vraiment, ça me concerne. C'est pour moi, on ne sait pas les autres. Est-ce qu'on peut utiliser les plantes sauvages dans la pâtisserie crue? Parce que moi, je fais la pâtisserie crue, donc vraiment, ça m'intéresse. J'aimerais bien faire des recettes, créer des recettes, des gâteaux qui incluent aussi les plantes sauvages comestibles. Comment le faire? Oui, alors tu peux l'utiliser. Après, dans la pâtisserie, si tu l'utilises, je ne sais pas quel est le temps de conservation de tes pâtisseries, mais si tu les... ça va de combien le temps de conservation? 3-4 jours? Ça dépend. Il y a certains gâteaux jusqu'à une semaine, même 3, et les truffes un peu plus. D'accord. Alors, si c'est de la durée très courte, là, tu peux utiliser les plantes fraîches. Par contre, si c'est de la durée longue, il vaudrait mieux utiliser la plante sèche. Pourquoi ça? Parce que déjà, d'apporter une plante fraîche, la plante, elle est gorgée d'eau. Donc, si toi, tu l'inclus dans ta pâtisserie, il y a des risques d'apport d'eau. Ça peut modifier ta préparation et peut-être inclure, tu sais, une plante, si elle n'est pas séchée dans de bonnes conditions, ça peut apporter de la moisissure, ça peut apporter… Donc, il faudrait mieux éviter la plante fraîche. Maintenant, si c'est pour faire de la décoration, par exemple, un gâteau ou une bûche… Décoration avec des fleurs, oui. Voilà, les fleurs. Tu peux utiliser, si c'est pour consommer, par exemple, le jour même, tu peux utiliser du frais. Et dans ce cas-là, on peut passer sur, pourquoi pas, de la menthe poivrée. Avec du chocolat, ça fait ce qu'on appellerait le petit chocolat à la menthe qui s'appelle, je vais dire la marque, mais je ne sais pas, voilà, le After Eight. Oui. Donc, l'association chocolat et menthe poivrée pourrait faire ça. Après, en fleurs, qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu peux utiliser les pâquerettes, tu peux utiliser le calendula ou le souci officinal. Est-ce que si j'utilise les plantes, les fleurs comestibles mais séchées, oui, ça peut aller, surtout en décoration? Oui, tu peux. Les calendula, je ne sais pas, la camomille aussi. La camomille, je n'ai jamais goûté encore. Après, sèche, je pense que c'est un peu dur. Et en goût, la camomille, c'est quand même très amer. Parce que c'est une plante amère qui va travailler principalement sur les fonctions digestives. Donc la camomille, je la prendrai pas, c'est pas une bonne, ça porterait pas un bon goût en fait à tes préparations. Mais par contre, moi je sais que ça peut te donner des idées. J'avais fait des energy balls ou des sortes de truffes en fait que j'avais roulées dans des feuilles que j'avais mixées pour faire un peu de la poudre. Donc j'avais fait à l'ortie sèche. J'avais fait à la verveine, donc ça donne ce petit goût citronné. J'avais fait la menthe poivrée pour faire ce goût menthe chocolat. J'avais également fait avec des pétales de calendula, donc ça faisait, elles étaient au chocolat mes truffes, mais ça faisait du coup de la couleur orange et marron. Voilà, oui. Et j'avais également utilisé des pétales de violette séchés. Ça. Et ça, c'est des choses que tu peux mettre aussi sur tes gâteaux pour la décoration. Et je pense que les fleurs sèches ou les pétales seront très bien pour justement faire ta décoration. D'accord. Et les roses oui. fraîches ou sauvages? Le rosier sauvage, oui, la rose, la pétale de rose se mange. On peut en faire aussi des infusions, on peut en faire beaucoup de choses. Donc, effectivement, tu peux utiliser des pétales de rose que soit tu cisèles si elles sont trop grosses et du coup, ça fait des petites, pas des petites paillettes, mais des petites choses comme ça que tu peux mettre sur les gâteaux ou sur tes truffes. Toujours
le prendre, si tu le manges rapidement, utiliser des pétales fraîches. Par contre, si effectivement c'est pour de la durée de conservation plus longue, utiliser tout ce qui est sec. D'accord. Et c'est juste sous cette forme qu'on peut utiliser dans la pâtisserie crue. Je pense les huiles essentielles ou… Oui, alors tu peux utiliser les huiles essentielles aussi ou les hydrolats. Donc, juste pour expliquer un petit peu, l'huile essentielle et l'hydrolat, c'est deux produits différents et qui sont le résultat de ce qu'on appelle la distillation. L'odeur est la même? L'odeur est la même? Alors, l'odeur est plus discrète dans l'hydrolat, puisqu'en fait, les huiles essentielles, c'est un concentré, c'est le concentré pur de la plante. De la plante. Pourquoi? En fait, quand on fait la distillation, c'est la vapeur d'eau qui va passer à travers les plantes et qui va éclater les poches aromatiques et récupérer l'essence des plantes. Ensuite, ça va s'évaporer, ça va partir dans la vapeur et ensuite la vapeur va, avec un système de refroidissement, redevenir sous forme liquide. Et de ce produit liquide résultent deux produits, l'huile essentielle qui est le pur concentré, et dessous, normalement, on a la solution aqueuse qui s'appelle l'hydrolat ou l'eau florale. L'eau florale, en fait, c'est simplement l'eau de la distillation, la vapeur d'eau, qui contient quelques molécules d'huile essentielle. Après, en goût, c'est très bon l'hydrolat, c'est très facile à utiliser et il n'y a pas beaucoup de risques parce que c'est léger en principe actif. Donc, pour les huiles essentielles, on dit qu'il faut utiliser 1 à 2 gouttes maximum par kilo de préparation. Donc, c'est vraiment en parcimonie parce que c'est très puissant. Surtout en pâtisserie crue, ça convient parfaitement, mais en cuisine, il faut éviter de les chauffer parce que l'huile essentielle, quand on la chauffe, les molécules qui sont dans l'huile essentielle peuvent s'oxyder, se transformer. C'est des processus chimiques, hein, on va dire, et donc ces molécules peuvent parfois devenir pas très bonnes pour le corps. Donc, ouais. Donc les recettes que j'ai vues sur Internet, ou je ne sais pas où, avec préparaison gâteau avec l'huile essentielle, c'était tout mis au four avec farine et autre chose. C'est pas recommandé du tout. Et ouais, c'est pas recommandé parce que l'huile essentielle, elle est sous la chaleur. D'ailleurs, on le dit en diffusion qu'il faut éviter de chauffer l'huile essentielle parce que justement, les molécules se transforment et que si on inhale ces molécules transformées, eh ben, elles sont pas forcément très bonnes. Elles peuvent être toxiques pour nous. Voilà. Donc, le mieux, c'est de les utiliser crus ou si on fait de la cuisine, de les utiliser en fin de préparation. Donc, par exemple, pour un gâteau qui passe au four, on ne pourra pas les utiliser parce qu'on ne va pas verser l'huile sur le gâteau fini. Ce serait plus si on prépare, je ne sais pas, une sauce béchamel, par exemple, on la fait cuire sur le feu. Et une fois qu'elle est finie d'être cuite sur le feu, on la retire du feu et on peut mettre, par exemple, une goutte d'huile essentielle de poivre pour aromatiser, mais ce sera en dehors du feu et pour éviter qu'elle chauffe, qu'elle cuive. Concernant l'hydrolat, c'est un peu pareil. Hein. Si on chauffe, et ben forcément, les molécules elles vont se transformer. Donc, voilà, les deux, oui, l'huile essentielle, tu peux l'utiliser 1 à 2 gouttes par kilo de préparation. Et l'hydrolat, ce serait plus 1 à 2 cuillères à soupe maximum. Par contre, c'est vrai que dans le cru, l'hydrolat, c'est de l'eau. Donc, ça va t'apporter de l'eau, quoi. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu veux faire sec, sauf si c'est pour remplacer un ingrédient, quoi. Oui, remplacer le liquide ou le lait dans gâteau. Pour la mousse, par exemple, on remplace avec le hydrolat. D'accord. Oui, tu pourrais. Voilà. Ou sinon, tu peux également, par exemple, si tu utilises pour une mousse, ton lait végétal ou quelque chose, tu peux le réduire un petit peu et mettre un petit peu complété par de l'hydrolat. Tout en gardant ces proportions de maximum 2 cuillères à soupe maximum d'hydrolat. D'accord. Peux-tu nous recommander quelques saveurs qui peuvent marcher ensemble pour les hydrolats, pour les huiles essentielles, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, je suis une grande fan de
la fleur d'oranger. La fleur d'oranger qui s'appelle également le néroli. Le néroli. Ce n'est pas un peu amer comme odeur, c'est une arrière, je ne sais pas. Alors, moi, non, je suis une grande fan de... C'est très fleuri. Moi, ça me fait penser... nous, dans la Drôme, on a comment dire, des spécialités culinaires qui s'appellent la pogne. Je ne sais pas si tu connais la pogne. La pogne, eh ben, c'est une sorte de brioche aromatisée à la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est la fleur de l'oranger, en fait. Hein. Et c'est très doux. C'est une plante qui est calmante, en fait. Hein. Et donc, la fleur d'oranger, c'est vraiment top. Ça passe avec beaucoup de choses. Moi, je sais que quand je me fais des cacao avec du lait végétal, eh ben, je mets des petites gouttes de fleur d'oranger dedans. La fleur d'oranger, c'est principalement l'hydrolat parce qu'en fait, l'huile essentielle, elle est très, très, très chère. Puisqu'il faut énormément de quantité de fleurs pour pouvoir justement faire l'huile essentielle. C'est normal. Donc, ça, c'est la première huile. Après, on a tout ce qui est agrumes qui pourrait très bien passer avec les pâtisseries. Donc, le citron, l'orange, éventuellement le citron vert. Ouais. Donc là, pareil, soit on utilise les huiles, mais avec très peu de quantité, ou sinon, éventuellement, les agrumes, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'hydrolat, parce que l'agrume, pour obtenir l'huile essentielle, c'est pas une distillation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas passer la vapeur d'eau. Le citron ou l'orange, en fait, c'est l'écorce du fruit, l'écorce d'orange ou le citron, qui est pressée. En fait, il est pressé et c'est l'huile essentielle qui va être récupérée comme ça. Quand on épluche les mandarines pour Noël, par exemple, quand on prend la peau et qu'on fait comme ça fait un petit pchit. Et bien en fait, c'est ça l'huile essentielle. Et donc, c'est ce procédé-là d'écrasement de l'écorce qui permet de retirer les huiles des agrumes. Donc, il n'y a pas d'eau florale ou d'hydrolat aux agrumes, normalement. Donc, ça, c'était pour les deuxièmes idées agrumes. Après, il y a tout ce qui est les menthes. Menthe poivrée, la menthe. Après, c'est quand même particulier, la menthe. Hein, tout le monde n'aime pas. Après, soyons fous, essayons la lavande. Oui, la lavande peut marcher bien avec quoi? Avec le chocolat. D'accord. Ça peut marcher avec le chocolat. Après, la lavande, c'est quand même particulier parce qu'en goût, en bouche, c'est assez fleuri. Hein. Oui. Tout le monde n'aime pas. Après, il y a la verveine citronnée qui est très bonne aussi. Oui. Là, elle existe aussi en hydrolat. Là, j'aime bien. Oui. Après, sinon, on peut faire des choses un peu particulières et à tester et en fonction des goûts, mais ça pourrait être, pourquoi pas, du thym, de la sarriette. Dans les thym, il y a un thym qui s'appelle le thym citron, qui justement qui apporte un petit goût citronné. Donc, ça pourrait effectivement aussi être utilisé. Après, on a peut-être aussi certaines huiles comme... qu'est-ce qu'on pourrait utiliser la mélisse aussi. Hein. La mélisse, un petit goût citronné. Puis, il y en a plein d'autres, en fait. Hein. Tout ce qui est aromatique, en fait. Hein. Toutes les plantes aromatiques qu'on se sert en arôme, on peut les utiliser. Ça apportera un goût. Je vous conseille, si vous voulez plein d'idées, vous contactez Laurie. Elle connaît tout, sur tout. Donc, non, je ne connais pas tout et j'en apprends tous les jours. Sur les plantes, sur les plantes. Non, vraiment, parce que toi, tu connais beaucoup plus et tu connais aussi les dangers de certaines combinaisons de plantes. Donc, il faut vraiment prendre des précautions et savoir bien qu'est-ce qu'on fait avant d'utiliser. Tout à fait. Voilà. Une dernière question. Oui. Quelle est la chanson qui te représente? La chanson qui me représente. Alors, tu vois, pendant la conversation, je n'ai pas forcément réfléchi à ça, mais la chanson qui me représente, eh ben, c'est, je vais dire, La vie est belle. Rien que le titre, eh ben, ça me, voilà, la vie est belle et je pense que ça te remplit comme ça. Ouais. Et... c'est un message qui fait que oui, la vie est belle, il faut en profiter et il faut être acteur de sa vie pour justement faire les choses que l'on aime et qui nous tiennent à cœur. Super.
Merci, merci vraiment beaucoup. Moi, j'ai appris personnellement beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'ai des idées pour certains gâteaux crus et c'est sûr que je vais te demander plus d'infos avant de mettre en place. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un monde à part, ce que Oui. tu donnes, ce que tu possèdes. Et merci de partager avec nous tout ça, parce que Oui. c'est valeureux. C'est un grand plaisir et pour moi, effectivement, le partage est très important parce qu'il faut justement que tout le monde sache que la nature a tant à nous offrir et que sans elle, eh ben, on ne serait rien. Donc, vraiment, d'informer les gens, de partager et que chacun puisse se trouver ce qui lui convient. Super. Bon, merci, merci Merci. Laurie. À bientôt, hein? À Je ne te bientôt. laisse pas. Au revoir. Bonne journée, au revoir.